le cours. Donc, là, on est toujours dans la valorisation des ressources humaines. Donc, on avait vu dans ce chapitre tout ce qui est relatif à l'appréciation du personnel. On a vu la formation et on avait commencé par voir la gestion des carrières. Donc, j'explique la valorisation des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les activités qui peuvent être mises en œuvre par l'entreprise pour développer le personnel, c'est-à-dire développer ses compétences, répondre aux attentes des personnes, mais aussi répondre aux besoins de l'organisation. Pourquoi l'entreprise a besoin de développer la formation? C'est pour maintenir le niveau de compétences ou développer de nouvelles compétences chez ses salariés en fonction des besoins de l'entreprise. Pour cela, je vous ai dit qu'il faut aussi qu'elle puisse avoir une évaluation des personnes, c'est-à-dire sur les performances qui sont réalisées par ces personnes, parce que c'est les performances réalisées par les individus dans l'entreprise qui permettent à l'entreprise de contrôler sa performance globale. Donc, c'est ce qui explique l'appréciation des performances, mais aussi l'appréciation des performances permet de mettre en œuvre un ensemble d'autres activités, notamment comme la rémunération en fonction des performances réalisées. L'appréciation des personnes permet aussi de savoir quels sont les besoins en formation de ces personnes pour pouvoir les mettre en place. Mais aussi, il faut que l'entreprise, en fonction de ses besoins et en fonction, comme je vous l'ai dit, des attentes des salariés, il faut qu'elle pense à l'évolution de carrière de ces personnes. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a commencé à voir au niveau carrière. Donc, je vous avais donné une définition de ce que c'est que la gestion des carrières. On a dit, c'est, pour donner une définition simple, c'est la succession d'emplois qui sont occupés par un individu au cours du temps. C'est-à-dire, si on veut faire simple, si dans une entreprise, le salarié occupe durant toute sa période d'emploi dans laquelle il est dans l'entreprise et occupe différents postes, surtout s'il connaît une évolution, ce qu'on peut appeler une évolution verticale, hein, donc on peut parler de carrière. Quelqu'un qui resterait même 10 ans dans l'entreprise dans le même poste, on ne peut pas dire qu'il fait carrière. Mais par contre, si au cours de son travail dans l'entreprise, il est amené à évoluer, à changer d'emploi, à changer de poste, on va parler de carrière. Et donc, la carrière consiste à prendre en compte, comme je vous ai dit, les attentes des individus. Un salarié dans l'entreprise, il aspire à évoluer, il veut évoluer. Mais pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il ait le potentiel pour évoluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les compétences nécessaires qui lui permettent d'évoluer. Et il faut que cette évolution que l'entreprise peut lui assurer, il faut qu'elle corresponde aux besoins de l'entreprise. Hein? C'est pour ça qu'on parle d'associer les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire la dimension organisationnelle, avec les dimensions individuelles, avec les attentes et le potentiel de compétences des salariés. D'accord? Donc, donc la gestion des carrières fait partie du système de gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Alors, pour le dire autrement, c'est-à-dire qu'une entreprise, à partir du moment où elle recrute des personnes, ces personnes sont amenées à développer du fait de l'expérience, du fait des formations, du fait de leur apprentissage, elles sont appelées à évoluer. Et donc, l'entreprise doit anticiper cette évolution et la préparer pour qu'elle réponde à ses besoins, d'accord? À ses besoins et aux attentes des individus. Donc, quand on parle de gestion de carrière, qu'est-ce que
qu'est-ce que ça comprend pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça signifie mettre en place un système de gestion de carrière? Ça veut dire que l'entreprise doit penser à tenir compte ou à mettre en place les éléments suivants pour pouvoir assurer l'évolution de carrière des personnes dans l'entreprise qui seraient concernées par cette évolution de carrière. Toutes les personnes dans l'entreprise ne vont pas être concernées par la gestion de carrière, d'accord? Je vais expliquer, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra bénéficier de l'évolution de carrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, certains peuvent ne pas avoir les compétences pour évoluer, parfois parce que leurs attentes ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise. Donc, et donc, l'entreprise doit pouvoir déterminer quelles sont les personnes qui peuvent être concernées par cette évolution de carrière. Et cette évolution de carrière, elle est bien entendu liée aussi à la politique salariale. Parce que quand on fait évoluer des personnes, alors automatiquement, on doit aussi penser à la rémunération qui va accompagner cette évolution. Quand vous changez de poste pour un poste plus important, et il est normal que la rémunération suive. D'accord? Donc, l'entreprise doit savoir, avant même de mettre en place cette évolution de carrière, comment elle peut agir sur sa politique salariale pour en tenir compte, pour tenir compte de cette gestion de carrière. N'oubliez pas que quand on a parlé de la politique salariale ou du système de rémunération, la contrainte principale, c'est la gestion de la masse salariale. Il ne faudrait pas que ça impacte négativement la masse salariale de l'entreprise. Donc, elle doit en tenir compte dans les décisions qu'elle prend. Il faut aussi qu'elle planifie à l'avance quelles sont les évolutions de carrière, quelles sont les personnes ou les groupes de personnes qui vont être concernés par cette évolution de carrière. Il faut qu'elle puisse planifier, d'accord? Et donc, pour cela, mettre en place ce qu'on appelle des organigrammes prévisionnels, c'est-à-dire, je vais donner un exemple très simple, si l'entreprise a, au niveau des postes de responsables qui se libèrent, comment elle va organiser le remplacement de ces postes de responsables à travers justement l'évolution de carrière d'autres personnes qui pourraient occuper les postes libérés. Alors, juste une parenthèse, la masse salariale augmente aussi en fonction de la promotion, bien sûr. Hein, on avait vu les effets, je vous rappelle, l'effet GVT, glissement, vieillissement, technicité, prend en compte justement cette augmentation de la masse salariale due, entre autres, aux promotions ou à l'ancienneté ou aux rémunérations. D'accord? Donc, donc, je disais, pour qu'il y ait un système de gestion de carrière, il faut que l'entreprise prenne en compte les éléments suivants, la politique salariale, les plans de carrière individuels ou collectifs, c'est-à-dire pour chaque personne, qu'est-ce qu'elle envisage, ou pour des groupes de personnes dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle envisage comme évolution de carrière. Et là, je vous rappelle ce qu'on avait vu au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Quand l'entreprise fait des prévisions pour que, par exemple, des techniciens agents de maîtrise évoluent vers le poste de cadre, bon, c'est le système de promotion, donc c'est le système de gestion de carrière. Il faut qu'elle détermine quelles sont les personnes au niveau de ce groupe qui peuvent évoluer vers le groupe de cadre. Et bien entendu, toute évolution doit s'accompagner par un plan de formation, hein, c'est-à-dire quelles sont les formations qui sont nécessaires
que l'entreprise doit mettre en œuvre pour adapter l'individu, la personne, à son nouveau poste. D'accord? Quand on change d'un poste vers un poste, on va dire avec plus de responsabilité ou avec plus de responsabilité, il faut bien entendu pouvoir être formé pour pouvoir assurer ces nouvelles responsabilités correctement. Si vous avez un ingénieur, par exemple, qui faisait essentiellement de la production, c'est-à-dire qui ne gérait pas une équipe, si on le fait évoluer vers un poste managérial, il faut qu'en plus de ses compétences techniques, on puisse le former sur les compétences managériales pour qu'il puisse être en mesure de bien gérer une équipe. Il peut être très bon sur le plan technique, mais ne pas avoir les compétences sur le plan managérial. Et donc, l'entreprise doit en tenir compte en formant la personne sur les compétences nécessaires qui vont lui permettre de bien occuper son poste. Donc, vous voyez que, en fait, les différentes pratiques de gestion des ressources humaines, elles sont liées. C'est-à-dire que quand l'entreprise veut mettre en œuvre une pratique, cette pratique-là, elle va avoir des incidences sur les autres pratiques RH. Ici, l'exemple de la gestion de carrière. Quand on veut mettre en œuvre la gestion de carrière, ben ça va nécessairement impacter le système de rémunération, ça va impacter la politique de formation, etc. Et ça, c'est valable pour toutes les pratiques. C'est valable pour toutes les pratiques dans l'entreprise. OK? Les pratiques RH, bien entendu. Alors, quand on parle de gestion de carrière, qu'on appelle aussi maintenant de plus en plus la mobilité, d'accord? La gestion de carrière, c'est une mobilité. Mobilité, c'est-à-dire changement d'un poste à un autre. Et cette mobilité, elle peut être de deux types. Hein. Elle peut être externe, c'est-à-dire qu'on va changer d'emploi, mais à l'extérieur de l'entreprise. Soit cette mobilité, elle est souhaitée, c'est-à-dire que la personne trouve une meilleure opportunité dans une autre entreprise et elle va démissionner. Soit elle peut être subie, c'est-à-dire soit à la suite d'un licenciement, etc. Et donc, là, la personne, elle est un peu contrainte de changer d'emploi. Donc, ça, c'est un type de mobilité que l'on peut inclure de manière globale dans la gestion de carrière. Mais la gestion de carrière sur laquelle, on va dire, l'entreprise a le plus, contrôle le plus, c'est la gestion de carrière interne, c'est-à-dire la mobilité interne. Et la mobilité interne, elle peut être verticale, c'est quand il y a la promotion, on va d'une position hiérarchique vers une autre position hiérarchique plus importante. Mais la mobilité, elle peut aussi être horizontale. Horizontale, c'est-à-dire qu'on va changer de poste sans nécessairement changer de position hiérarchique. Je donne un exemple, c'est-à-dire que si la personne occupait le poste de allez, on va dire de responsable formation et que il change pour un poste de responsable recrutement, par exemple. Hein, c'est le même niveau hiérarchique. Mais c'est ce qu'on peut appeler une mobilité horizontale, un changement de poste sans qu'il y ait changement de position hiérarchique. Il y a aussi ce qu'on appelle la mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va changer de fonction. C'est-à-dire que là, on était par exemple
quelqu'un qui était responsable formation au niveau d'une direction des ressources humaines et qui va passer responsable communication au niveau d'une direction communication. Ça, c'est un changement, c'est une mobilité fonctionnelle. Et enfin, le dernier type de mobilité, c'est la mobilité géographique. La mobilité géographique qui peut être une mutation, c'est-à-dire qu'on va, vous pouvez occuper un poste au niveau du siège d'une entreprise et on peut vous envoyer au niveau d'une des filiales de cette entreprise, dans un autre lieu, dans une autre ville, etc. C'est de la mobilité géographique. Tous ces types de mobilité sont inclus dans ce qu'on appelle la gestion de carrière. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de carrière nécessite pour l'entreprise, à partir du moment où l'entreprise emploie des personnes, elle doit anticiper tous les changements qui peuvent affecter ces personnes dans l'entreprise et notamment envisager les mobilités possibles compte tenu, comme je vous l'ai dit, compte tenu des besoins de l'entreprise, mais aussi des attentes des individus, c'est-à-dire de leur aspiration à vouloir changer. D'accord? Bien, est-ce que c'est compris? Alors, vous ne voyez plus la diapo, donc je vais faire une… Madame? Oui. Je n'ai pas bien compris, pas bien saisi la mobilité horizontale interne. La mobilité horizontale, quand vous changez de poste sans changer de position hiérarchique. Vous savez ce que ça signifie? La position hiérarchique. C'est-à-dire la mobilité verticale, c'est-à-dire que vous étiez dans un poste, allez, pour faire simple, on va reprendre les mêmes catégories qu'on avait vues au niveau de la GPEC. Quand vous êtes technicien agent de maîtrise et que vous passez à un niveau cadre, c'est une mobilité verticale. D'accord? Parce que vous occupez un poste avec une plus grande responsabilité. C'est compris? Et c'est compris, madame. Verticale. La mobilité horizontale, c'est que vous restez au même niveau de poste, de position hiérarchique, c'est-à-dire que vous êtes dans la position hiérarchique, par exemple, à titre d'exemple, de technicien agent de maîtrise, mais vous allez occuper un autre poste de même niveau dans l'entreprise. Vous ne changez pas de statut. Vous restez dans le statut technicien agent de maîtrise. C'est une mobilité horizontale. D'accord. Et le vertical, c'est changement de statut. Oui. D'accord, c'est bon. Merci, madame. Bien. OK. Donc, et ça, l'entreprise, pourquoi la mobilité horizontale? L'entreprise, elle en a besoin quand elle veut, quand elle recherche l'adéquation entre les ressources qu'elle a en interne et ses besoins. Donc, parfois, elle va être amenée à faire cette mobilité horizontale et aussi verticale d'ailleurs, pour toujours dans un souci d'adéquation entre ses besoins et ses ressources. Hein? À un moment donné, bon, n'oubliez pas que je vous ai dit que l'entreprise, c'est un organisme, on peut dire que c'est un organisme vivant, c'est-à-dire qu'il y a il est en changement constant. Hein? Il y a des personnes qui vont partir, il y a d'autres qui vont revenir, il y a des changements de l'environnement qui vont affecter l'entreprise et donc qui vont affecter ses besoins. Et à chaque fois, elle doit toujours chercher à avoir la meilleure adéquation, hein, entre ses besoins et ses ressources. Parce que cette adéquation, elle est nécessaire. Si elle n'a pas, et ça je vous l'avais déjà expliqué, si elle n'a pas les effectifs suffisants, avec les compétences suffisantes
pour occuper les postes dont elle a besoin, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle ne va pas être performante parce qu'elle ne va pas pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à elle ou elle ne va pas pouvoir réaliser ses projets, etc. Si elle est au contraire en situation de sureffectif par rapport à ses besoins, c'est-à-dire qu'elle a plus de ressources que ce dont elle a besoin par rapport à son activité, par rapport à ses projets. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle va avoir des charges importantes, hein? Et donc elle ne va pas être compétitive. Elle ne va pas être compétitive. Pourquoi? Parce que les coûts de ce sureffectif vont impacter ses coûts globaux et donc va la rendre moins compétitive que d'autres entreprises. Donc, cette recherche d'adéquation, elle est importante pour l'entreprise. Et elle le fait à travers entre autres, à travers cette mobilité, que ce soit une mobilité, comme je vous l'ai dit, verticale, horizontale, fonctionnelle ou même géographique. Une entreprise qui, par exemple, ouvre de nouvelles filiales, elle va commencer d'abord à voir quelles sont les ressources qu'elle a en interne, qu'elle peut muter vers cette nouvelle filiale qu'elle a ouverte. Elle aura besoin, donc c'est toujours dans ce souci d'adéquation besoin-ressources. Comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis la gestion de carrière, elle répond aux besoins de l'entreprise. Elle doit répondre aussi aux attentes des individus. Si vous commencez à travailler dans une entreprise, au bout d'un certain temps, vous aspirez à améliorer votre situation. Pas uniquement votre situation financière, bien sûr, mais c'est important. Mais cette situation financière, elle s'accompagne aussi par cette envie de changer de position hiérarchique. Hein? Tout le monde aspire à vouloir faire une carrière où il va évoluer, il va occuper des postes de plus en plus importants. Donc, l'entreprise, toujours, elle doit prendre en compte, elle doit essayer de faire correspondre ses besoins, hein, avec les attentes et les aspirations des individus. Ok? Si elle veut des personnes qui sont motivées, hein, suffisamment motivées pour que ces personnes puissent mettre leurs compétences, suffisamment motivées pour qu'elles puissent mettre leurs compétences au service de l'organisation. Parce que la finalité, la finalité pour l'entreprise, c'est bien entendu la finalité, c'est qu'elle soit performante. D'accord? Si elle répond aux aspirations des individus, c'est pour que ces individus soient satisfaits et soient motivés pour pouvoir mettre leurs compétences au profit, de l'organisation. D'accord? C'est compris? On peut poursuivre? Madame? Oui. Madame, s'il vous plaît. Attendez, quelle est la différence entre la promotion et la gestion de carrière? Hop. La différence entre la promotion et la gestion de carrière. La promotion, elle fait partie intégrante de la gestion de carrière. La promotion, on va dire, c'est la mobilité verticale. D'accord? La promotion, c'est la mobilité verticale. D'accord? Il y avait une deuxième question. Une de vos camarades voulait poser une deuxième. Oui, allez-y. La mobilité fonctionnelle est un changement de poste aussi, tout en gardant le même niveau hiérarchique. Tout en gardant le même niveau hiérarchique, c'est que vous avez changé de fonction. Vous étiez, par exemple, vous occupiez un poste au niveau de la fonction, je ne sais pas, au niveau de la fonction marketing, et vous occupez le même niveau de poste au niveau de la fonction commerciale. D'accord?
On va dire que c'est une mobilité fonctionnelle. C'est compris? Non, madame. Je trouve que la mobilité fonctionnelle est la même que horizontale. Non, non. Ça peut être de la mobilité. Ça peut s'apparenter à la mobilité horizontale, d'accord? Sauf que la mobilité horizontale, c'est que par exemple, vous changez de poste, mais de même nature. Vous restez dans la même... Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes dans la direction comptable, d'accord, de l'entreprise. Vous changez de poste en restant dans la même direction. La mobilité fonctionnelle, c'est que vous allez changer de direction. Vous n'allez plus rester dans une direction comptable. Vous allez passer, par exemple, à la direction, je dis n'importe quoi, vous allez passer à la direction commerciale, mais avec le même niveau de poste, c'est-à-dire le même statut. C'est compris? Oui, c'est bon, madame, c'est clair. Voilà. Donc, les avantages pour l'entreprise de la mise en œuvre d'une gestion de carrière, c'est qu'elle va avoir une meilleure maîtrise de la gestion de ses promotions. C'est-à-dire que les promotions qu'elle va accorder aux salariés vont s'inscrire dans un plan de développement global qui est celui de la gestion des carrières. Et à travers la gestion des carrières, ça lui permet de développer les compétences de ses salariés et d'augmenter la motivation et la productivité des salariés. C'est-à-dire quand on va promouvoir, quand on va faire bénéficier des personnes de cette gestion de carrière, c'est-à-dire de cette évolution, alors bien entendu, les personnes qui ont les compétences pour évoluer. Toutes les personnes n'ont pas les compétences pour évoluer. Vous avez vous avez des personnes qui vont rester, par exemple, durant toute leur période de travail au même poste, qui peuvent passer 10 ans, par exemple, 10-15 ans dans le même poste. Et elles n'ont pas d'aspiration à changer de poste. Et elles n'ont pas les compétences pour changer de poste, d'accord? Mais celles qui ont les compétences et qui sont identifiées par l'entreprise comme ayant des compétences pour évoluer, d'accord? Ça permet, quand l'entreprise identifie ces personnes qui ont ces compétences pour évoluer, ben alors bien entendu, ces personnes qui vont bénéficier de cette évolution, de cette gestion de carrière, ben bien entendu, ça développe leur motivation. Ça développe leur motivation et bien entendu, ça développe leur productivité. Ça développe leur productivité et ça permet aussi de réduire le taux de turnover. Alors, pourquoi ça permet de réduire le taux de turnover? Parce que quelqu'un qui estime qu'il mérite d'évoluer, d'accord? Et il se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chercher ailleurs. Il va quitter l'entreprise. Il va quitter l'entreprise pour chercher une entreprise une entreprise qui va lui offrir cette possibilité d'évolution. Donc, et là, quand la personne part, ben, ça peut être une perte de compétences pour l'entreprise. D'accord? Pourquoi une perte de compétences? Parce que l'entreprise n'aura pas su utiliser
correctement ses ressources humaines en interne. C'est compris? Donc, l'avantage pour l'entreprise de pouvoir planifier les carrières, de pouvoir avoir une certaine visibilité sur l'évolution des personnes dans l'entreprise, ça permet, comme j'ai dit, cette meilleure adéquation, bien entendu, entre ses besoins et ses ressources. Ça permet de développer la motivation des personnes qui sont concernées par cette évolution, d'accroître la productivité pour l'entreprise et, comme j'ai dit, de faire baisser le taux d'insatisfaction et donc le taux de départ vers l'extérieur. Bien, on peut poursuivre. Donc, cette gestion de carrière, on a dit, elle a des avantages pour l'entreprise, mais elle a aussi des avantages pour les collaborateurs, bien entendu. Si ça répond à leurs aspirations, c'est-à-dire à ce qu'ils cherchent, à ce qu'ils veulent, hein, ça, c'est à travers cette opportunité, quand ils voient qu'il y a une opportunité d'évolution dans l'entreprise, ça développe, bien entendu, leur motivation. Ça développe leur motivation, mais ça développe aussi leurs compétences. Ça développe leurs compétences parce que quand vous changez d'un poste vers un poste avec plus, par exemple, de responsabilité, vous allez développer de nouvelles compétences. Et en développant de nouvelles compétences, vous développez aussi ce qu'on appelle votre employabilité. Développer votre employabilité, c'est-à-dire que vous augmentez votre chance de pouvoir toujours trouver de nouveaux emplois qui correspondent à vos aspirations. Développer l'employabilité, c'est-à-dire donner toujours la possibilité, vous avez des compétences qui sont mises à jour et qui vous permettent facilement de retrouver un emploi quand c'est nécessaire. D'accord ? Par contre, quelqu'un qui va rester tout le temps au même poste sans jamais évoluer, ses compétences peuvent devenir des compétences obsolètes. Et donc, il aura des difficultés à pouvoir développer son employabilité, c'est-à-dire cette facilité à retrouver facilement un emploi quand c'est nécessaire. Et bien entendu, alors, quand on fait l'objet d'une gestion de carrière, quand on sait qu'on a la possibilité d'évoluer, bien entendu, ça développe la satisfaction et ça répond, hein, si on reprend un peu la pyramide de Maslow, les facteurs qui vont avoir une incidence sur les conduites, hein, les conduites des personnes, c'est-à-dire sur les comportements, si vous voulez, des personnes, que ce soit les comportements physiques, hein, ou mentaux, et la qualité de vie au travail. D'accord ? Quand on dit des conditions de vie au travail, il y a les conditions physiques dans lesquelles s'effectue le travail, mais il y a aussi les conditions psychiques dans lesquelles va s'effectuer le travail et qui va avoir une incidence sur comment les individus vont se comporter dans l'organisation. D'accord ? Je vais donner un exemple très simple. De conditions, par exemple, physiques de travail. Quand la personne travaille dans un environnement où il y a énormément de bruit, où ça demande un effort physique très important, etc., ça va impacter, ça peut impacter sa productivité, ça peut au-delà même de la productivité, ça peut se traduire par des accidents de travail, ça peut se traduire par des
par des maladies, hein, ça, on parle de maladies professionnelles, hein, ça peut se traduire par des maladies, etc. Et donc, ça détériore, c'est-à-dire ça abîme, si vous voulez, la qualité de vie au travail. Et donc, ce n'est pas bon pour les salariés et ce n'est pas bon pour les entreprises. Quand il y a des conditions matérielles de travail qui sont très difficiles, ça peut entraîner, par exemple, une augmentation des accidents de travail, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça fait, quand on a des accidents de travail, ça veut dire que c'est des arrêts de travail, ça veut dire qu'on a des personnes qui ne sont pas disponibles pour effectuer le travail. Hein? En plus du coût que cela a, le fait que quand vous avez des accidents, quand il y a des accidents de travail dans l'entreprise, ben, ça veut dire que aussi c'est beaucoup de frais qui sont engagés pour l'indemnisation, pour la prise en charge de ces accidents de travail, pour les assurances qu'il va falloir payer pour ces accidents de travail, etc. Donc, ça, c'est des exemples de conditions matérielles qui sont intrinsèques à l'entreprise. OK? Mais il y a aussi il y a aussi des conditions extrinsèques. Alors, je vais juste ajouter quelque chose concernant les conditions intrinsèques. Je vous ai dit, donc, par exemple, les conditions matérielles, les conditions physiques comme par exemple, quelqu'un qui travaille tout le temps debout, ça peut créer ça peut provoquer des problèmes de santé, d'accord? Le bruit et l'éclairage. Alors, pourquoi je reprends ça? C'est juste pour, et ça vous l'avez vu certainement au niveau du cours de management, je vous rappelle les expériences qu'avait menées Elton Mayo. Ça vous dit quelque chose? Elton Mayo, l'école de relations humaines. L'expérience de Hawthorne. L'effet Hawthorne. Oui, l'effet Hawthorne, ouais. Ouais. Et donc, vous voyez que Mayo, il avait commencé déjà par l'expérience qu'il avait menée, c'était améliorer les conditions d'éclairage, de travail, de conditions physiques dans lesquelles travaillaient les ouvrières, et il voulait voir s'il y avait un lien avec la productivité. Est-ce que si on améliorait les conditions d'éclairage, on améliorait les conditions physiques dans lesquelles travaillaient ces ouvrières, est-ce qu'elles allaient augmenter leur productivité? Et en fait, l'expérience est allée au-delà puisqu'elle a montré qu'au-delà des conditions physiques, il y a aussi les conditions psychiques, c'est-à-dire le fait que l'on s'intéresse, non seulement que l'on améliore les conditions matérielles de travail, mais que l'on s'intéresse aux personnes et qu'on communique avec ces personnes, etc. Ça a une incidence sur la productivité. Et ça, c'est et ces derniers éléments dont je vous ai parlé, on peut les mettre dans les conditions extrinsèques. Les conditions extrinsèques, c'est-à-dire les relations, par exemple, les relations hiérarchiques. Si on a de bonnes relations, par exemple, entre les managers et les collaborateurs, ça impacte positivement les conditions de vie au travail. Les personnes sont plus satisfaites. Par contre, si on est dans des relations hiérarchiques qui sont détériorées, qui sont mauvaises, ça impacte négativement le travail. Et on va parler de conditions de vie au travail qui sont détériorées. Si on a des rémunérations qui ne correspondent pas aux attentes des individus, c'est aussi, il y a le partage d'écran, je le vois. Ouais, si excuse-moi. Oui. Cette science de conditions relatives aux conditions de vie au travail, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. C'est vrai? L'ergonomie n'est qu'une partie. D'accord? Juste une partie, petite partie. Oui, l'ergonomie, c'est comment, en fait, c'est la science qui s'intéresse
à comment on va organiser les postes de travail de manière à réduire la pénibilité du travail. C'est-à-dire comment il faut, par exemple, positionner les machines, comment il faut positionner les postes de travail, les bureaux, etc., de manière à optimiser l'espace de travail et réduire la pénibilité du travail. D'accord? C'est comme en marketing, on appelle le merchandising. Oui, mais c'est pas. Non, ça c'est vraiment. Par exemple, quand je vais dire quelque chose de très simple. Pour l'ergonomie, je vais prendre un exemple. Les centres d'appel, d'accord? Les centres d'appel, ça c'est un très bon exemple pour expliquer les conditions de travail, expliquer l'ergonomie. Donc, ce qu'on appelle les téléconseillers, ils sont exposés à énormément de contraintes, on va dire, physiques, puisqu'ils sont tout le temps avec des casques, ils doivent parler tout le temps au téléphone et ils sont tout le temps devant un écran, etc. D'accord? Pour limiter les nuisances, les postes de travail vont être aménagés de façon, par exemple, à ce que les chaises soient, les chaises soient des chaises qui permettent une bonne position, hein, une bonne posture, une bonne position pour voilà, confortable, d'accord? On va leur donner des casques qui réduisent un peu les nuisances sonores. On va aménager les plateaux dans lesquels travaillent ces téléconseillers de manière à bien utiliser l'espace. Ça, c'est de l'ergonomie. Donc, ça motive le personnel. Mais ça, déjà, si déjà vous êtes bien assis, que les nuisances sont réduites, déjà, vous êtes plus à l'aise pour effectuer votre travail. Oui, effectivement. Merci, madame. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Oui. S'il n'y a pas, par exemple, si vous êtes obligé, parce que par exemple, dans le cas des centres d'appel, vous avez des centres d'appel qui travaillent avec d'autres pays, par exemple, qui travaillent au Canada ou les États-Unis, qui sont obligés de travailler de nuit. Pourquoi? Parce que quand c'est le matin chez nous, c'est la nuit aux États-Unis, et donc on est obligé de travailler la nuit pour pouvoir se caler sur l'horaire des États-Unis. OK? Alors, si l'entreprise, par exemple, qui fait travailler ce personnel la nuit, d'accord? Si, par exemple, elle ne met pas à disposition de ce personnel du transport, d'accord? Ça détériore les conditions de travail. Parce que je suis obligée de sortir, c'est pas sûr que je vais trouver du transport par moi-même, etc. Puis même si je trouve du transport, il se peut que ça ne soit pas très sécurisé. Je vais sortir la nuit pour aller travailler, je m'expose à de l'insécurité, etc. Et donc, l'entreprise, pour améliorer les conditions, peut mettre, et c'est ce qu'elle fait, mettre à la disposition de ces personnes du transport, du personnel. Ça, c'est un autre exemple que l'on peut mettre dans les conditions de vie au travail. Elle peut, dans les conditions de vie au travail, c'est aussi, par exemple, leur donner des primes, ce qu'on peut appeler des primes de pénibilité. C'est-à-dire qu'on prend en compte la pénibilité du travail qui est effectué et on va les rémunérer par rapport à cette pénibilité. On va leur donner des primes de performance. Hein? Plus on va leur demander d'être performants, et bien plus on va pouvoir, si vous voulez, augmenter cette motivation pour être performant par des primes. Et donc,
Mais si je dois travailler dans des conditions dégradées, sans qu'il y ait de compensation financière suffisante, etc., il n'y a pas de motivation et je ne vais pas vouloir, j'allais dire, je ne vais pas être vraiment productif pour l'entreprise. Vous voyez? Donc, les conditions de travail, c'est un ensemble de choses qui font que l'entreprise va pouvoir mettre en place toutes les conditions qui vont faciliter le travail et l'envie de travail pour les personnes. Quand je parle aussi des conditions psychiques, si vous avez un supérieur qui est tout le temps, qui est très autoritaire, qui est tout le temps, qui ne reconnaît pas votre travail, etc., ça crée du stress. Ça crée énormément de stress et ça peut engendrer des conditions de travail difficiles. Vous voyez? Les conditions de travail difficiles, ce n'est pas uniquement des conditions physiques, c'est aussi les conditions psychiques. Hein? Si votre supérieur hiérarchique vous crie tout le temps dessus, hein? Si on vous demande, si on ne reconnaît jamais votre effort, c'est des conditions de travail qui, on va dire, qui sont des conditions de travail détériorées. Et donc, ça ne... Et quand il y a des conditions de travail qui se détériorent de plus en plus, qui ne sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe très souvent? Les personnes, elles manifestent leur mécontentement. Elles manifestent leur mécontentement de plusieurs manières. Soit, de toute façon, on ne reconnaît pas mon effort et les conditions de travail sont très difficiles, je vais multiplier, par exemple, les absences. Ou je vais quitter l'entreprise. Donc, il peut y avoir un taux d'absentéisme très important, il peut y avoir un taux d'accident de travail très important, il peut y avoir un taux de démission, de turnover très important. Comme aussi, les personnes peuvent décider de manifester leur mécontentement en faisant grève. D'accord? Donc, l'entreprise a intérêt à prendre cela en compte. Pour réduire les conflits, pour baisser ce qu'on appelle ces indicateurs de climat sociaux, comme le taux de turnover, le taux d'absentéisme, etc. Et donc, pour pouvoir assurer sa performance. Parce que, in fine, à la fin, c'est toujours ce que recherche l'entreprise, c'est cette performance. Vous comprenez? Donc, il y a dans ces conditions de travail, c'est pour ça qu'on ne dit pas uniquement conditions de travail, on parle de conditions de vie au travail. Conditions de vie au travail parce qu'on ne prend pas en compte uniquement les conditions matérielles, mais on prend aussi en compte les conditions psychiques. Hein? Et on va même plus loin, on prend en compte aussi ce qu'on appelle l'environnement de travail, c'est-à-dire pas le travail lui-même immédiat dans l'entreprise, mais aussi, comme je vous ai donné l'exemple du transport pour le centre d'appel, mais je peux vous donner un autre exemple, c'est-à-dire les entreprises, par exemple, et vous avez des cas, si vous connaissez tous Casaner Shore, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans Casaner Shore, qui travaillent dans des sociétés d'informatique ou travaillent dans des centres d'appel, etc. Parmi ces personnes-là, vous avez des femmes qui ont des enfants en bas âge, etc. Et pour pouvoir s'assurer que ces personnes-là vont pouvoir être disponibles pour l'entreprise, certaines entreprises mettent en place ce qu'on appelle des crèches d'entreprise pour que les personnes puissent pouvoir mettre leurs enfants dans ces crèches et pouvoir donc se libérer pour venir travailler. D'accord? Donc, c'est tout cela qui doit être pris en compte. Et d'ailleurs, certaines entreprises vont plus loin dans l'amélioration des conditions de travail. Elles mettent en place ce qu'on appelle un responsable du bonheur, c'est-à-dire qu'on va chercher non seulement à améliorer les conditions de vie au travail, mais à développer le bien-être, ce qu'on appelle le bien-être au travail. Hein?
et le responsable du bonheur, ce qu'ils appellent chef of happiness. Vous l'avez, par exemple, vous avez, si vous voulez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir que, par exemple, un centre d'appel comme WebHelp a un chef of happiness, c'est-à-dire que non seulement on cherche à améliorer les conditions physiques et psychiques au travail, mais on va s'intéresser à tout ce qui va développer le bien-être des individus. Donc, vous voyez, on aménage de grandes salles où les personnes peuvent faire, durant leur pause, peuvent jouer à des jeux, par exemple des jeux électroniques, ou faire du sport, ou n'importe quoi. En fait, tout ce qui va développer leur adhésion donc à l'entreprise. Donc, et ça se développe de plus en plus. Voyez, bon, je vous ai donné l'exemple ici. Voyez, par exemple, des entreprises comme Google, etc., qu'est-ce qu'elles mettent en place comme conditions de travail. Pourquoi? Si je vous donne l'exemple de Google, pourquoi? Parce que Google a besoin d'avoir les meilleures compétences, d'attirer les meilleures compétences. Comment attirer et garder ces meilleures compétences? En mettant en place toutes les possibilités et les meilleures conditions de travail qui vont faire que ces personnes vont vouloir faire partie de Google. Parce que Google, qu'est-ce qu'il attire? Il attire des ingénieurs qui sont dans les big data, etc. C'est des compétences rares et tout. Il faut qu'ils leur mettent en place toutes les conditions qui vont faire que ces personnes vont vouloir finalement non seulement rester dans l'entreprise, mais travailler beaucoup pour l'entreprise. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a un documentaire sur ce que Google met en place comme conditions de travail pour finalement garder ses ingénieurs. Elle s'occupe même au niveau de leur cafétéria, elle va mettre en place tout un programme d'alimentation très saine, c'est-à-dire qu'elle s'occupe même de la santé physique en proposant des menus qui sont très bien étudiés, etc., pour permettre à ces personnes d'être en fait productives, disponibles pour l'entreprise et productives. C'est ça l'intérêt, en fait, pour l'entreprise d'améliorer les conditions de travail. Si on revient un petit peu à l'histoire, vous rappelez, pour ceux qui ont, au niveau qui se rappellent du cours de management, vous voyez l'époque de Taylor, qu'est-ce qui était reproché? Ce qui était reproché, c'est des conditions de travail très difficiles. Et c'est ça qui a fait que l'excès, si vous voulez, du taylorisme et du travail à la chaîne a entraîné beaucoup de grèves, etc., qui a amené le changement dans l'organisation, dans la manière d'organiser le travail. OK? Alors, pour ceux qui peut-être l'ont vu ou pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a un film qui date à peu près de cette époque-là, c'est le film de Charlie Chaplin, c'est les temps modernes, où justement il fait une caricature des conditions très difficiles du travail. Et vous voyez que ça a toujours été une préoccupation. Comment améliorer les conditions de travail de manière à pouvoir en fait pouvoir permettre aux individus de plus rester dans l'entreprise et développer leur productivité au profit de cette entreprise. C'est compris? Bien, alors, donc,
dans ces conditions de travail, je vous ai dit, il y a différentes dimensions, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la dimension physique, dont je vous ai parlé, mais aussi la dimension psychologique, dont vous en ai parlé. Et si vous voulez, les conditions ou la durée dans laquelle ce travail s'exerce. Hein? Donc, dans les aspects physiques, il y a ce qu'on appelle les facteurs d'ambiance, hein, la charge physique. Hein? Vous avez quelqu'un qui, par exemple, un manutentionnaire qui doit porter tout le temps des charges lourdes, etc. Ben, ça fait partie des facteurs d'ambiance qui vont avoir une incidence sur les conditions de travail. Le bruit, l'éclairage, etc. Là aussi, ce sont des éléments dont je vous ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est tout ce qui est la cadence de travail. C'est l'exemple, par exemple, je vous invite à voir les temps modernes pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand on vous demande de travailler à des cadences très élevées et à toujours produire, etc., ça peut détériorer les conditions de travail et augmenter ces accidents de travail, et ça a augmenté les mécontentements, mais aussi avoir un impact sur la qualité des produits que vous fabriquez, parce que vous travaillez toujours à des cadences et à des rythmes de plus en plus élevés, et donc forcément, ça va se faire au détriment de la qualité du travail, d'accord? Vous avez aussi la charge mentale qui entre dans les aspects physiques, charge mentale, c'est-à-dire que quand vous travaillez beaucoup sous pression, parce qu'on vous demande de produire plus, etc., ça crée un niveau de stress. Et c'est pour ça que très souvent aussi, on parle maintenant de plus en plus de ce qu'on appelle le burn-out. Hein? Le burn-out, c'est-à-dire un peu l'épuisement professionnel. Des personnes qui sont tout le temps sous pression, hein, pour être plus productif, pour être plus performant, etc. Et ça entraîne un épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out, d'accord? Ça, c'est dans les aspects physiques et psychiques, mais il y a aussi les aspects psychologiques. Les aspects psychologiques, c'est tout ce qui est lié au statut social dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise n'améliore pas, ne vous permet pas, le travail que vous faites ne permet pas d'améliorer votre situation, votre statut social, et qu'en plus vous êtes soumis à un management qui est très toxique, très autoritaire, etc., ça impacte négativement les conditions de travail. Et ça peut engendrer ces conflits ou ces différents conflits dont je vous ai parlé, ou une détérioration du climat social de l'entreprise. Et bien entendu, il y a tout ce qui est relatif au temps de travail. Hein. Quand on dit temps de travail, par exemple, ceux qui travaillent la nuit sont plus soumis à des facteurs de stress et d'épuisement que ceux qui travaillent le jour. Ceux qui travaillent, par exemple, en 3x8 sont plus exposés aussi à des conditions de travail plus détériorées, ainsi de suite. Donc, l'entreprise doit prendre en compte ces éléments-là. Ça fait partie des conditions intrinsèques et extrinsèques. Et je vous l'ai dit, les entreprises maintenant cherchent à aller plus loin. Elles prennent en compte aussi l'environnement immédiat, c'est-à-dire non seulement ce qui se passe à l'intérieur du travail, mais elles vont prendre en compte les conditions dans lesquelles qui vont faciliter l'accès, si vous voulez, au travail des personnes. Je vous ai donné l'exemple des crèches, hein, pour réduire l'absentéisme des
des femmes, par exemple, qui ont des enfants en bas âge, parce que quand un enfant tombe malade, ben, si la personne à qui laisser son enfant, elle va s'absenter pour s'en occuper. Ou si elle n'a pas à qui le laisser, elle ne va pas pouvoir venir travailler, même s'il n'est pas malade. Donc, on va développer des systèmes de crèches qui vont faire que les personnes vont pouvoir mettre leurs enfants dans ces crèches d'entreprise et donc ça va les libérer pour travailler. Et ainsi de suite. Alors, le meilleur exemple qu'on a en ce moment, c'est celui de la pandémie, du Covid. Hein? Maintenant, toutes les entreprises doivent mettre en place, ça fait partie, tout ce qui relève de la santé-sécurité au travail fait partie des conditions de travail. Elles doivent, et c'est une obligation, mais c'est une obligation et c'est pour c'est pour l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des salariés, mettre en place toutes les conditions de sécurité et de sécurité sanitaire qui vont permettre à ce que les personnes puissent aller au travail sans risque d'être contaminées. Hein? Donc, il y a ce que la législation leur impose, la distanciation, les masques, par exemple. Les entreprises doivent absolument mettre à disposition des salariés les masques, les gels, etc., la distanciation, etc., pour que ces personnes puissent accomplir leur travail en toute sécurité. D'accord? Mais il y a ces aspects physiques, mais aussi les aspects psychiques. C'est-à-dire que je vais partir travailler dans l'entreprise avec la crainte d'être contaminé. Donc, il faudrait aussi que le management soit un management qui rassure et qui fait que je vais partir travailler en étant plus rassurée. Donc, vous voyez, tout cela, l'entreprise doit le prendre en compte pour pouvoir s'assurer qu'elle aura le personnel dont elle aura besoin et que ce personnel est dans les conditions satisfaisantes pour pouvoir effectuer son travail. C'est ça l'objectif. D'accord? Et donc, ça fait partie de la valorisation des ressources humaines et donc de l'amélioration. Alors, attendez, je vais... Ouf. Alors, il y a un problème de fichier. Attendez, l'entreprise améliore les conditions de travail pour avoir moins de conflits et donc avoir moins de perturbations et bien entendu, avoir plus de performance. Je vous enverrai la partie qui manque, d'accord? Bien, alors, je ne sais pas ce qui se passe parce que je n'arrive plus à partager, mais en tout cas, là, on est pratiquement à la fin. Donc, voilà ce qu'il faut que vous reteniez de l'amélioration des conditions. Hein, quand on parle d'amélioration des conditions de vie au travail, de quoi est-ce qu'on parle exactement, d'accord? Donc, la valorisation des ressources humaines regroupe tous ces éléments dont on a parlé, aussi bien l'appréciation des personnes que la gestion des carrières, que la formation et que l'amélioration des conditions de vie au travail. Alors, j'essaie de partager, mais ça ne... Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, attendez. Madame, vous avez arrivé à partager. C'est bon maintenant? D'accord, parfait. Bien. Alors, de toute façon, on arrive à la fin de notre cours. En fait, et là, moi, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Alors, cette partie, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est possible de mettre à votre disposition? Oui. Je vous enverrai les parties manquantes. Madame? Oui.
Tu peux corriger avec nous le QCM numéro 2 relatif à la GPEC. Alors, attendez. Comme Corriger. QCM 1. Oui. Oui. Alors, et votre camarade aussi pouvait poser une question. D'accord. Alors, quelle est votre question, mademoiselle? Oui, madame. Il y a une méthode qui s'appelle Open Space. C'est pas une méthode. C'est pas une méthode. Open Space, ça veut dire qu'on va. C'est une organisation du travail, c'est-à-dire des postes de travail. On va avoir des espaces communs dans lesquels on travaille. C'est pas chacun dans son bureau. C'est par exemple l'organisation des postes de travail au niveau des centres d'appel est en open space. Si vous allez au niveau des banques, je ne parle pas des agences, mais au niveau des sièges, vous avez beaucoup de postes qui sont en open space, c'est-à-dire que c'est un espace ouvert où il y a les bureaux qui sont disposés, d'accord? Voilà, c'est ça l'open space. Cette organisation est unique pour les entreprises. Elle a des avantages. Elle a des avantages, elle a des inconvénients. Elle a des avantages et elle a des inconvénients. Pour le salarié, ça peut être une. Alors, en principe, quand on fait une organisation en open space, c'est par faciliter la communication entre les salariés, etc., permettre la fluidité de la circulation de l'information, etc. D'accord? Mais aussi, bon, parfois, ça peut être une source de stress pour les salariés si vous avez des personnes qui sont sur le même plateau de travail et qui ne s'entendent pas, etc. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas le one best way. Hein, et chaque entreprise essaye d'adapter les conditions, etc., en fonction de sa culture, en fonction du moment. L'open space, c'est une culture qui est très répandue, par exemple, aux États-Unis. Ils travaillent beaucoup, même les managers n'ont pas de bureau fermé. Hein? Même ils ont des bureaux qui sont ouverts sur les bureaux de leurs collaborateurs. Mais ici, ce n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même culture. D'accord? Bien. Oui, madame. Oui. Les entreprises marocaines ont beaucoup utilisé dernièrement cette organisation. Oui. Surtout dans les bureaux qui travaillent en équipe. Oui. Par exemple, on a un bureau les architectes, les assistants, les techniques qui travaillent en groupe dans un seul. C'est parce que. Oui. Mais ça dépend de la culture. Oui. Au Maroc, est-ce que je peux utiliser cette expression? Oui. Pour que l'un surveille là. Oui. 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 Ça. Oui. Oui, effectivement, il y a tous les cas de figure. Ça peut exister, mais il y a certains types d'activités qui se prêtent plus à ce travail d'équipe. Il y a d'autres qui se prêtent moins, mais aussi la culture d'entreprise, effectivement, qui a un rôle à jouer là-dedans. La culture d'entreprise, la culture même la culture nationale, c'est-à-dire du pays. C'est pas faux ce que vous dites. Alors, donnez-moi 2 secondes et on corrige rapidement le QCM sur la GPEC. D'accord? Merci de votre action. Alors, là, vous avez fait ce QCM? Alors, très rapidement, la pyramide des âges permet à l'entreprise de recenser ses besoins d'emploi par tranche d'âge, déterminer l'équilibre
quantitatif des emplois par tranche d'âge, décrire la structure démographique des effectifs par tranche d'âge. Laquelle des réponses est juste? Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. 2. Je crois que vous ne l'avez pas fait. Oui, madame, on ne l'a pas encore fait. Alors, madame, c'est décrire la structure démographique des effectifs par tranche d'âge? Oui. Alors, l'intérêt, c'est pas que je vous donne des... L'intérêt, c'est pas que je vous donne des réponses comme ça. L'intérêt, c'est que moi, je vous les donne pour que ça puisse vous permettre de faire une révision de votre cours. Parce que de toute façon, le corrigé, vous l'avez. C'est pas que je vous donne des réponses, c'est que vous puissiez aller chercher dans votre cours pour pouvoir répondre. Ça vous fait une révision, d'accord? C'est ça qui est important. Donc, il faut l'utiliser dans ce sens-là. Quand je dis, par exemple, et je ne vais pas corriger avec vous, je vais vous laisser faire ce travail par vous-même. Quand je vous dis, par exemple, la GPEC a comme objectif le recrutement des ressources humaines nécessaires pour satisfaire le besoin actuel, ou la gestion anticipative et préventive des ressources humaines en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'organisation, ou le suivi de l'évolution des effectifs dans le futur. D'accord? Quelle est la réponse juste? Ce n'est pas le fait de me dire c'est A, B ou C. C'est dire pourquoi, en fait. Il faut que vous compreniez, il faut que quand vous répondez A ou B ou C, il faut que vous soyez convaincu que c'est la réponse qui est juste. Parce que ça correspond effectivement à ce que l'on a lu. Voyez? Et donc ça vous permet de réviser en gardant, en étant sûr que ce sont des choses que vous allez acquérir, garder. Ce n'est pas juste pour répondre au moment de l'examen et vous allez tout oublier. C'est quelque chose que vous allez garder. Donc, quand je vous donne ça, essayez de répondre, mais au lieu de deviner la réponse, essayez de trouver la réponse dans le cours. Et c'est comme ça que vous faites en fait votre révision du cours. Au lieu d'apprendre par cœur un cours, vous essayez pour chaque réponse du QCM de trouver la réponse dans le cours. D'accord? Donc, là, si vous n'avez même pas cherché les réponses, vous les avez à la fin. Donc, moi, je vous conseille, avant d'aller aux réponses, d'essayer de trouver les réponses par vous-même en les cherchant dans le cours. Voilà, je vous enverrai les parties manquantes du cours par rapport au support que je vous ai envoyé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et donc là, on aura vu l'ensemble des chapitres relatifs au cours de gestion des ressources humaines. Oui. Oui. Je ne vous ai pas envoyé le troisième. Vous n'avez même pas fait le deuxième. Pourquoi vous posez la question? Allez, le troisième, si vous n'avez même pas fait le deuxième. Comprenez? Si vous aviez déjà fait le deuxième, vous m'auriez demandé le troisième. Donc, essayez de faire d'abord ce que je vous ai envoyé. Si vous avez besoin d'autres tests, je vous les envoie. Ce n'est pas le souci. Pour moi, l'objectif des tests que je vous ai donnés, c'est que ça vous incite à aller revoir votre cours pour pouvoir répondre. Mais le deuxième test, c'est avec le corrigé. Vous avez compris? Oui, madame. Bien. Madame, alors, s'il n'y a pas de... Oui. Oui. Madame, il y aura des questions de calcul, des questions de calcul dans l'examen ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore commencé à préparer l'examen.
D'accord, Alors, vous merci. savez que l'examen est en présentiel, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer au niveau de la faculté. Oui, madame. Bien. Alors, donc, il faut que vous soyez préparés et en respectant, bien entendu, les consignes de sécurité pour votre sécurité et pour la sécurité des enseignants, pour la sécurité de tout le monde. Donc, vous devez respecter les consignes de sécurité pour passer vos examens dans les meilleures conditions. Vous aurez en moyenne une heure, la durée d'examen est d'une heure. Madame, est-ce que c'est notre dernière séance? C'est la dernière séance. On a vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau des principaux chapitres du cours de gestion des ressources humaines. D'accord. Madame, si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer. Oh, allez-y, dépêchez-vous. C'est par rapport au département ressources humaines dans les entreprises marocaines. Oui. C'est rare où on trouve tout un département, car la plupart des entreprises marocaines sont des petites et moyennes entreprises. Exactement, on trouve une personne qui peut faire même la comptabilité et elle peut faire la paie et tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que on a le tissu économique, il est composé à 95% de petites et moyennes entreprises qui, parmi ces petites et moyennes entreprises, vous avez un très grand nombre de très petites entreprises et elles n'ont pas de service ressources humaines. Vous avez d'ailleurs une des conditions de l'apparition d'une direction des ressources humaines, c'est la condition de taille. C'est-à-dire que quand l'entreprise dépasse une certaine taille en termes d'effectifs, c'est à ce moment-là qu'on a une direction qui est dédiée vraiment à la gestion des ressources humaines. Mais ça ne veut pas dire que ces entreprises, même si elles n'ont pas un service dédié à la gestion des ressources humaines, qu'elles ne font pas de gestion des ressources humaines. Elles font parfois de la gestion des ressources humaines un peu basique, d'accord? Mais elles font de la gestion des ressources humaines. Parfois, elles se contentent uniquement de l'administration du personnel. Mais dans les grandes entreprises, vous avez des directions de ressources humaines très développées. Si on prend par exemple le cas des banques, vous avez dans certaines banques une direction du capital humain et à l'intérieur d'une direction du capital humain, vous avez une direction des ressources humaines, une direction du recrutement, une direction de la formation, une direction de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous n'avez qu'à aller sur le site d'une grande banque ici, vous voyez son organigramme, vous voyez que la direction ou le pôle même, c'est un pôle ressources humaines, ou pôle capital humain, comprend beaucoup de départements et beaucoup de services. Mais si vous prenez une petite ou une moyenne entreprise, vous allez trouver parfois un service comptable et financier qui s'occupe aussi de la paye et de tout ce qui est ressources, et tout ce qui est gestion du personnel. D'accord. D'accord? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là aujourd'hui. Si vous avez une question, alors bien entendu, si une question qui mérite d'être posée, vous pouvez me l'envoyer par mail. Madame? Oui. L'examen sous forme de TCM? Je n'ai pas encore décidé, mais certainement. C'est beau? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonne chance pour votre examen. Et je vous retrouverai pendant l'examen. Oui.